Bonsoir. Je voulais avoir un moment un peu plus poète dans ces instants d'extrême violence. Pour certains, ce sera la fête, pour d'autres, la potence. Si tu as Saquon ou Jared Goff, tu es certainement en playoff. Si tu as drafté CMC et Travis Etienne, tu as du mal à soulager ta peine. C'est déjà avec nostalgie ou avec extrême impatience que cette saison régulière se termine. Alors tu as un sourire ou une légère démence, c'est le débrief de la Week 14. Prends un petit verre, un petit gâteau ou ta figurine de Malik Neighbors, tu es bien devant le débrief de Fantasy Ballers. Salut tout le monde, salut les amis. J'ai décidé de ne pas cacher mes copains pour une fois là pendant cette intro. J'avoue que c'est un petit oubli, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est la fin de saison régulière, donc on fait encore des petites conneries, mais c'est pas grave. On va discuter de cette bataille pour les playoffs. J'imagine que c'est une semaine cruciale pour tout le monde, sauf peut-être certains qui seront tranquilles déjà à préparer la saison prochaine. En tout cas, pour m'accompagner ce soir, je suis toujours avec mes deux comparses. Marc, tout d'abord, comment vas-tu, Marc ? Ça va bien, merci. Tu as passé un bon week-end ou tu es encore stressé à cause de cette nuit ? Non, je suis pas spécialement stressé. La seule ligue où j'aurais pu être stressé parce que je fais un comeback après avoir été touché par à peu près toutes les blessures possibles et imaginables en début de saison. Je suis sur 3 wins d'affilée pour d'abord me maintenir. C'est la ligue de Colorado Stroke, ligue élite. Certains d'entre vous y participent peut-être. J'ai réussi à me maintenir la semaine dernière. Et là, si je gagne, je me qualifie 6e pour les playoffs. Ma spécialité, avec une équipe au feu de Dieu, injouable, sur une série de 4 victoires pour en enchaîner 3 de plus et gagner. Mais donc le stress potentiel, c'était CeeDee Lamb ce soir, mais j'ai 45 points d'avance. Donc je pense que je suis tranquille, quoique on ne sait jamais. Aptine, comment vas-tu ce soir ? Ça va très bien, merci. Et J'adorais toi, ton alors, poème. T'as aimé ? Franchement, Oui. je me suis dit, attends, à l'école, ils ont tous apprécié. Bon, ils n'ont rien compris, mais ils ont tous apprécié. Non, mais c'est vrai que la fin de saison régulière, c'est généralement plein de sang. Toi, t'es serein ou pas pour ces arrivées en playoff ? Je crois qu'en gros, c'était bon avant ou c'était dead avant. Je crois qu'il y a pas beaucoup de ligues où Tu ma victoire transpires. me faisait passer. Ouais. Et il y en a qu'une seule et je sais même pas si je passe. C'est ma ligue principale. Je sais même pas si je passe ou pas. Il y Notre a trop de dynastie ? calculs. Ouais, la dynastie. Ouais. Si, t'es large. Ah ouais? Seed Vas-y, écoute. 6, tu te qualifies au point. Parce que dans notre ligue, le 6e se qualifie au point et pas au bilan. Et tu as une équipe typique Aptine, j'ai envie de dire, qui marque énormément de points, qui se prend que des branlées. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu prends toujours le high score. Donc là, c'est Seed 6. Et les 3 années précédentes, le Seed 6 est celui qui a gagné la ligue. C'est vrai? Ouais. Wow. Donc, Il vient de te compte sur jinxer. toi. Il On vient compte de sur te toi pour jinxer. continuer la... Et aussi, j'ai passé un très bon week-end parce que pour la première fois de ma jeune vie, une de mes équipes que je supporte a gagné quelque chose. Donc, McLaren a gagné quelque chose. J'en ai beaucoup parlé avec Marc parce que je sais pas du tout comment en fait on célèbre. Je connais pas cette sensation. Championnat constructeur. Championnat constructeur, c'est petit, tout le monde s'en fout, tu l'oublies très vite. Moi, je prends. Écoute, moi, je vais dire, je pense que tu connais un peu les équipes que je supporte. On prend. Hein. Bon, Donc on a voilà, très quelques-unes content. en commun. En tout cas, malgré ce bain de sang de fin de saison régulière, on a toujours notre chat adoré qui est présent avec nos fidèles. Snoky, merci d'être là. Et oui, Snoky, désolé, j'ai mentionné Etienne et CMC. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis un petit hommage à Christian McCaffrey avec le maillot juste derrière. Malheureusement, il a dû faire mal à énormément de joueurs. On en parlera un petit peu après. Salut Jules NFL, je sais pas comment il faut le dire. Pierrot38, Lucho, je sais pas qui c'est, un nouveau. Nimodo, toujours là. En tout cas, merci à vous les gars. Et d'ailleurs,
J'en profite pour dire merci, un énorme merci à Zinkou. Zinkou, tu es un fidèle des fidèles. Merci d'avoir participé à notre Tipeee. Ce qui nous aide énormément, et on a eu pas mal de dons ces derniers temps. On essaie de le mentionner à chaque fois. Cette fois-ci, c'est un coup après Zenoki. Merci beaucoup encore à vous de nous aider, de nous soutenir, ne serait-ce que par message sur les réseaux, ou bien avec ces petits dons que vous pouvez faire sur notre Tipeee. Vous avez encore le QR code en haut à gauche de votre écran. Donc encore une fois, un grand merci de ton soutien, Zinkou. Et juste pour rapidement dire un truc là-dessus, on est en train de travailler en coulisses sur potentiellement des trucs pour l'année prochaine. On va envoyer un questionnaire dans les jours ou les semaines qui viennent pour savoir un peu comment vous aimez consommer à l'anglaise, consommer Fantasy Ballers, notre contenu, et comment on peut mieux vous servir dans les années à venir, et potentiellement aussi avec des goodies et des trucs comme ça. Donc, stay tuned, comme on dit. Oui, et d'ailleurs, certains seront là à notre Super Bowl, et on pourra en parler. N'hésitez pas à l'exprimer. De toute façon, le Super Bowl, ça y est, qui est quasiment fini. Hein, vous allez recevoir les invitations très bientôt, et on pourra discuter de tout ça. Je pensais que vu que tu étais script chez la NFL, tu avais déjà l'affiche. Je me disais, attends, il y a un truc que j'ai loupé. Non. Ouais, moi aussi, ouais. Donc, Lions contre les Bills, là, Baltimore. 37 vous avoir à votre 12. carton avec les deux logos, comme par hasard. Mais vas-y, ok. Désolé, non, d'ailleurs, il y a aucun quelle couleur problème. le logo cette année? C'est vrai ça. Quelle couleur il Je vais regarder pendant que tu enchaînes. En tout cas, juste pour dire que donc oui, on pourra en parler. Il y aura des animations. On parlera de Fantasy Ballers, mais on parlera également des différents créateurs de contenu qui seront présents à la soirée. Et puis, on va également avoir quelques petites activités, quelques cadeaux à gagner, tout ça. Donc, encore une fois, une belle soirée en perspective. On espère qu'on va pouvoir step up par rapport à l'année dernière. Mais en tout cas, on pourra discuter du format de Fantasy Ballers de l'année prochaine, tous ensemble. Voilà, après avoir fait cette petite intro et avoir remercié Zinkou et tous nos fidèles, on va pouvoir passer au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est évidemment cette week 14 bien animée, et je vais commencer comme d'habitude avec vos matchs marquants, les gars. Aptine, est-ce que tu peux me donner ton match marquant de la semaine, s'il te plaît? Alors, j'avais mis un match marquant, mais tu m'as dit c'est trop tard. Donc, je vais en Oui, donner Marc un était autre. passé avant. Marc était passé on peut échanger si tu veux. Hein. Non, t'inquiète, non, c'est bon. Non, merci. Moi, Respectez mon conducteur, s'il vous plaît. En fait, je pense qu'on va beaucoup en parler, donc je voulais laisser Bills et Rams de côté, mais je voulais annoncer plutôt Dolphins et Jets, parce que j'ai beaucoup aimé le match. Je trouve que c'était un peu un match à l'ancienne. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un match, je trouve, assez équilibré, qui est en prolongation, mais des rivaux de division. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être parce que c'est la fin de saison et qu'il passait beaucoup sur le Red Zone. Et après, je me suis quand même rematé le Condense parce que je trouvais que c'était un bon match. Mais je trouvais que peut-être enfin tous les usual suspects des deux équipes qu'on attendait quand même pas mal en fantasy ont donné quelque chose. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Que ce soit, je crois, Roger, j'avais une stat, ça fait depuis X temps qu'il n'avait pas dépassé les 300 à la passe. Les deux receveurs stars ont très bien joué, et même chose côté Miami. Globalement, tout le monde a bien joué, donc j'étais plutôt content. Marc, j'enchaîne sur ce match. Est-ce que tu as quand même une interrogation? Braylon Allen, on a vu, alors on en avait parlé un tout petit peu pendant le warm-up, mais bon, Isaiah Davis, on ne pensait pas le voir autant performer, en tout cas partager avec Braylon Allen. C'est quoi ton retour de ce match? C'est super intéressant parce que depuis le début de la saison, on vous dit prenez les backup running back, et les années d'avant, on en avait parlé pas mal, mais cette année, je crois qu'on l'a pas trop dit. On sait jamais trop qui est le backup running back, et c'est à la fois, non mais c'est important de le dire parce que c'est à la fois important. C'était pas un mauvais conseil qu'on vous donnait d'essayer d'avoir des backup running back. On a plein d'exemples. Ou si vous étiez une semaine en avance sur un mec, grâce à ça, vous avez une équipe super forte, etc. Et là, c'est un exemple où tu peux avoir Braylon Allen dans ton équipe depuis week 3 ou 4 quand il a marqué un ou deux touchdowns, et te dire, dès que Brissol se blesse,
c'est bon, c'est jackpot. Et en fait, finalement, t'as Isaiah Davis qui sort de nulle part pour prendre du volume. Je l'attendais pas non plus spécialement tant que ça. Il a eu à peu près 50% du volume, que ce soit carry et passe, donc c'est pas non plus comme s'il avait supplanté Braylon Allen, mais c'était depuis la draft, en fait, on avait dit c'est décevant que 2 joueurs qui étaient parmi nos préférés dans les prospects running back se retrouvent tous les deux dans la même équipe, et en plus de ça, tous les deux dans une équipe où il y avait Breece Hall. C'était déjà, à l'époque, on avait râlé que ces 2 joueurs-là aillent au mauvais landing spot. Et en plus de ça, là, effectivement, ils ont partagé le volume. Donc, c'est un volume pour une offense qui fonctionne pas trop. Ça aurait été il y a 5-6 semaines, quand on avait encore espoir dans les Jets, j'aurais dit mettez-vous dessus. Mais là, même la semaine dernière, je crois qu'on mettait pas Braylon Allen dans nos top backups à avoir absolument, parce qu'on n'a pas spécialement confiance en l'offense des Jets, même si Hall jouait pas. Et c'est ce qui s'est passé. Aptin, rassure un tout petit peu les propriétaires fantasy, les joueurs fantasy. Est-ce que Tyreek Hill est de retour pour ses playoffs fantasy? Oui, je pense. On le voyait déjà. Il avait toujours une très bonne défense sur lui, et c'est ce qui a plutôt ouvert le jeu à Waddle. Mais on n'avait pas. Enfin, moi, je faisais partie des personnes qui n'avaient pas beaucoup de doutes qu'avec le retour de Tua et le fait qu'ils sont en train de jouer une place en playoff, parce que je crois qu'ils sont à 6-7 ou 7-7, ou je ne sais plus exactement. Mais ils sont quand même assez proches de pouvoir accrocher les playoffs, et c'est là en fait ils vont jouer sur les meilleurs joueurs. Et moi, je suis très très confiant sur Tyreek Hill arrivé aux playoffs. Houston, San Francisco, Cleveland, Marc, ça te va pour Tyreek Hill? Houston, San Francisco, Cleveland. À première vue, oui. Houston, peut-être meilleur que les autres en défense. San Francisco aussi, mais je sais pas, ils sont bizarres, San Francisco. Quand on croit que leur saison est flinguée, ils gagnent 38-13, mais ouais, c'est pas open bar, mais c'est pas non plus des défenses affreuses. Globalement, il y a quand même 2 équipes qui jouent une qualification en playoff. Quand vous regardez les calendriers justement pour vos fantasy playoff en fantasy, est-ce que le statut des équipes en face a une importance dans vos choix? Le statut, je parle de statut dans la réalité de la NFL et dans une potentielle qualification ou non. Aptin, toi, je disais, là, il y a dans le planning, il y a 2 équipes qui cherchent à aller en playoff. Est-ce que ça a un impact, selon toi, sur tes décisions en fantasy? Ah ouais, totalement, surtout même bon, ça c'est peut-être la réponse un peu facile, mais dans l'autre sens, pas du tout. S'il y a des équipes qui sont très fortes et tu sens qu'ils vont commencer à shut down des joueurs, il faut déjà commencer un peu au backup et les personnes qui veulent se montrer. Et c'est peut-être pour moi là la partie intéressante et peut-être importante de la réponse à ta question, c'est commencer à regarder les équipes qui ont de très gros joueurs, enfin on va dire des offenses assez sympas d'un point de vue fantasy, et vous savez qu'ils vont être shut down, peut-être pas la première semaine de playoff, mais peut-être pour la deuxième et troisième. Par exemple, les Jets, pour moi, c'est candidat à qui disent c'est bon, on arrête, et que Davante Adams, par exemple, arrête la saison, quoi, typiquement. Et moi, j'ai pas mal de Davante Adams, mais c'est même le genre Rodgers. de joueur où Rodgers, clairement aussi. Donc je me dis, là, les running backs que vous avez cités, c'est peut-être le moment pour eux que juste de jouer le jeu et de finir dans un effectif qui peut gagner en fantasy, quoi. Marc, d'accord avec ça? Ouais, alors d'abord, je veux me corriger sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Houston est en fait une défense assez facile contre les receveurs. San Francisco ne l'est pas. Et ouais, la remarque par rapport à ça, je suis d'accord avec Captain. Clairement, ça peut rentrer en compte dans certains cas. Comme tu dis, à la fois des équipes déjà éliminées qui ne vont pas spécialement essayer de faire jouer leurs joueurs un peu blessés, leurs joueurs vétérans, les joueurs qui sont sous contrat long, ils vont pas insister. Du coup, il y a des opportunités chez les backups. On avait vu l'année dernière Kendre Miller faire un match de ouf week 17 pour les Saints. C'était peut-être week 18, mais en tout cas, c'était à la fin de la saison. Donc ouais, avoir ça, encore une fois, essayer d'anticiper un peu, de se dire, bah tiens, lui, peut-être qu'il joue pas, qui est le mec qui pourrait avoir à la place, et prendre ce gars-là sur le banc plutôt qu'un backup où tu sais que, on dit typiquement à ce stade de la saison, il n'y a plus de bail, il n'y a plus rien à jouer, il n'y a pas besoin d'avoir de profondeur de banc en tant que tel. Donc plutôt aller chercher des mecs qui pourraient
sur un malentendu, avoir le volume et du coup être un league winner week 16, week 17, plutôt que voilà, des joueurs lambda. Garde la main, Marc. Je crois que ton match marquant que tu as du coup volé en vitesse de réponse, hein, volé à Aptine, parle-nous-en, tiens. Ouais, donc mon match marquant, du coup, c'est les Vikings contre les Falcons. Pour moi, alors déjà, 5 touchdowns pour Sam Darnold. Le retour de Justin Jefferson, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle, hein, comme on l'attendait, mais là, qui a fait un bon match. Jordan Addison, pas en reste. À eux deux, ils ont, je crois, les 5 touchdowns en question. Oui, tout à fait. Ouais. 3 pour Addison, 2 pour Jefferson. Ouais. Donc Justin Jefferson qui revient un peu en forme au meilleur moment, en espérant que ça dure. Sam Darnold, pareil. Et destin croisé, les Falcons en chute libre. On en avait parlé en long et en large la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus, mais encore un match sans touchdown pour Cousins, encore un match avec des interceptions. La semaine dernière, on s'interrogeait, est-ce qu'il faut qu'il bench Cousins? Le consensus était plutôt non. Et du coup, je voulais vous reposer la question cette semaine, est-ce qu'ils ne sont pas en train de jeter leur chance d'aller en playoff avec Cousins qui est clairement en très grosse méforme? Et même si je garde tous les éléments que vous avez dit la semaine dernière sur pourquoi vous garderiez Cousins dans le line-up, est-ce qu'aujourd'hui vous changez d'avis et vous pensez que Penix est en meilleure position pour sauver la saison des Falcons? Ou toujours pas? Vas-y, Aptine. J'ai pas envie de me contredire le mois d'il y a une semaine, donc je vais quand même dire non, mais je vais quand même rester sur Cousins parce que pour moi, je sais pas dire il faut que tu termines la saison avec Cousins parce que je sais pas ce que Penix y vaut. Par contre, ce que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a quand même des choix assez logiques dans les coaching staff. Donc, s'ils l'ont pas starté, c'est qu'il est vraiment en dessous, en tout cas même en practice. Donc, sur ça, je vais continuer à dire qu'il faut starter Cousins. Mais si Cousins termine la saison comme ça, je pense que là, pour le coup, ça deviendra vraiment un début d'année prochaine. Je pense pas que Cousins startera et je pense que là, il fera partie du passé, quoi. Mais du coup, je dirais quand même, quand il y a Cousins, c'est... Moi, je pense que c'est le pire moment pour starter Penix. C'est le pire, selon moi. Atlanta qui a une pression de dingue. Tu mets ton quarterback là-dedans. Les connexions sont pas réellement faites sur le terrain. Il se plante. Ça va être une catastrophe pour le début de l'année prochaine. Les chances de réussite sont faibles. Je trouve ça vraiment le jeter dans la gueule du loup et prendre de très très gros risques. Ils ont estimé que Cousins c'était celui qui leur permettait le plus d'aller en playoff. Tu vas jusqu'au bout de ton truc. Si ça plante, tu pourras pas dire à Cousins après, eh ben écoute mon gars, voilà, on a essayé, ça n'a pas marché. T'as raté ton coup, mon pote. Alors que s'ils le remplacent là et qu'ils vont quand même pas en playoff, ils savent pas ce qu'ils font. Ouais. Ils savent pas ce qu'ils peuvent faire. Donc je trouve que c'est perdant. Ouais. Exactement. Il y a trop de risques de perte en lançant Penix maintenant. Assume le fait d'avoir choisi Cousins, va jusqu'au bout avec et prends les bonnes décisions en fonction des résultats. Ouais, et à la limite, s'il joue pas bien, on se foutra un peu de ta gueule pour le contrat que tu as donné à Cousins, etc. Mais tu as tenté le coup. Tout le monde disait que c'était un bon deal au moment du trade, enfin de la signature. Et tu passeras pas pour un con en disant bah vous voyez, j'ai bien fait d'avoir pris Penix finalement à la draft. Exactement. Et du coup, ça te confirme le fait d'avoir bien fait de préparer. Donc les fans, les médias, les viewers, attendez la prochaine draft. Vous voyez, je suis pas obligé de faire des conneries. Snooki, lui, dit que Penix peut redresser les Falcons. Je sais pas sur quoi tu te bases, mais en tout cas, c'est bien, c'est un bon optimisme. Je pense qu'il a voulu faire un jeu de mots. Ah, mais pas mal. Peut-être que c'est moi et mon esprit déplacé. Non, mais j'aime bien cet esprit déplacé. Allons-y. Il est 21h51, on a le droit. Zinkou, lui, qui pense que c'est full Bijan pour les Falcons, histoire de masquer la faiblesse de Cousins. Moi, j'ai une question pour toi, Aptine. Est-ce que le grand symbole de l'échec de Cousins et des Falcons de manière générale, c'est Drake London? 5 réceptions sur 10 targets, donc il y a du volume. En fantasy, pour nous, on avait dit, Drake London faisait partie des receveurs à starter alors, la première moitié de saison. Et puis, patatras, il a, dans ces 4 dernières semaines, il y a 13-7,
avec 13 targets, 16,6 avec 7 targets, 12,8 avec 16 targets et 9,50 avec 10 targets. On est vraiment dans le gâchis ultime. Du coup, c'est quoi la question? Est-ce que c'est le symbole même de la chute de Cousins et des Falcons? Parce qu'il y a Darnell Mooney et Ray McLeod à côté qui, eux, font des performances assez correctes, qui viennent compenser un peu ces conneries-là. Mais Drake London, qui est ton go-to guy, lui, il performe pas. Est-ce que pour toi, c'est le symbole? Non, j'arrive pas à me dire. Enfin, c'est pas la première personne à qui j'avais pensé quand je pensais à l'échec des Falcons. Déjà, enfin, l'échec, c'est un peu un grand mot parce que l'équipe est pas mauvaise en soi, hein. Enfin, même contre les Vikings, c'était équilibré très longtemps. Ils sont presque à un ranking, enfin, à des victoires et défaites de, je crois, ils sont à 6-7 ou un truc comme ça. Donc, ça reste une équipe pas mauvaise. Après, je pense que ça a beaucoup déjoué dans la ligne offensive. Et si je dois te donner un échec, moi, enfin, Kyle Pitts, je le mets dedans, quoi. En fait, on avait, ça revient toujours à la même personne, mais enfin, Drake London a quand même fait du bon boulot. Pitts, il a strictement rien fait, tu vois. Et justement, en fait, c'est là où je lisais un truc qui allait totalement dans ce sens-là, où en fait, il n'est pas protégé, mais dans ce cas-là, Pitts, tu peux pas mettre sur le terrain. Donc, tellement la O-line a été de plus en plus faible sur l'année, et ben, Pitts jouait de moins en moins parce qu'il ne pouvait pas bloquer. Donc, en gros, parce que Ray McLeod, ça n'a jamais été d'une bonne arme, techniquement. Ray McLeod, ça n'a jamais été un très bon joueur. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a de moins en moins de temps que Cousins a joué. Et les throws qu'il envoyait quand il n'y a pas beaucoup de temps, ils n'étaient pas bons. Donc j'ai envie de te dire que là, il a plus confiance en sa online. Et ça se voit très rapidement pour un quarterback ou une équipe qui est plus du temps en osmose. Et je sens qu'ils vont prendre défaite sur défaite jusqu'à la fin de l'année, quoi. Je crois avoir vu qu'ils jouaient les Giants, les Commanders, des trucs comme ça. Je suis même pas sûr qu'ils gagnent un match jusqu'à la fin de la saison. Alors, t'es en ouais. symbiose avec Nimodo qui dit c'est comme Pitts quand il scorait, l'équipe gagnait. Et Nimodo nous donnait le programme avec Las Ils ont Vegas, des matchs faciles, mais c'est New York, Washington et Carolina. Ouais. Carolina, ils les battent pas aujourd'hui, hein. Non. Carolina, ils les battent pas, évidemment, c'est Falcons. C'est évident, mais c'est évident avec France. Mais Carolina, ils cherchent par tous les moyens de perdre quand même. Même quand ils devraient gagner depuis 3 matchs. Moi, j'espérais qu'ils... C'est ce qui s'appelle être malin. Ouais. C'est ce qui s'appelle être par malin. contre, ils font peur. Progresser, peur en faire fantasy. peur. Ah oui, voilà. En fait, c'était un peu ma question déguisée en c'était tout fantasy par rapport à Drake London, justement, parce que les propriétaires de Drake London, c'est un calvaire de voir Cousins performer comme ça, de voir les Falcons performer comme ça, et toi tu te retrouves avec Drake London à pas savoir quoi faire alors que les playoffs arrivent. Et c'est pour ça que je parlais de symbole, parce que Ray McLeod, il y en a qui le mettent en flex de manière désespérée de temps en temps. Darnell Mooney, moi personnellement, je l'ai starté assez souvent quand même dans la saison, mais parce que on voyait finalement qu'il récupérait les miettes réussies de Cousins. Donc du coup, c'est pour ça que je parlais de symbole. Alors Kyle Pitts, c'est une évidence finalement. Et je trouve que la phrase Pitts, quand il scorait, l'équipe gagnait, en fait, elle est tellement vraie, parce que c'est fou, il est le baromètre en fait de la réussite des Falcons. Donc bien joué Nimodo, c'est une bonne formule. Du côté des Cousins, si tu veux, mais juste un truc, parce que Vas-y, bien sûr. Cousins, tu vois, là, moi, dans ma ligue principale, en double QB, je le starte pas. J'ai préféré starter Hopkins, qui va me ramener 8 points, que Cousins, qu'avec, bon, on a un truc assez sévère sur les quarterbacks, mais il m'a mis moins 10 la semaine dernière, c'était un match important. Il met moins 10, là que je me suis dit, je prends même pas le risque de jouer en plus contre Minnesota, qui le connaît par cœur, qui sait où il est bon, où il est pas bon. Non. Donc tu vois, là, je me dis pour les playoffs, enfin, Washington, ça défend. Les Giants, peut-être qu'ils vont gagner, mais ils vont gagner 9-6, tu vois. Donc au final, tu veux vraiment starter Cousins en playoff? Je pense pas. Marc, un rapide mot quand même sur Minnesota, qui fait quand même un match, un statement, si j'ai envie d'utiliser un anglicisme. Jordan Addison, on en a parlé pendant le warm-up. Moi, j'étais à dire personnellement, c'est un must-start pour toi. Je te donne quand même le calendrier: Chicago, Seattle, Green Bay. On est en playoff là bientôt. Est-ce que du coup, Jordan Addison est un must-start sans réfléchir? Ouais, a priori, vu les dernières semaines, clairement. Chicago, c'est un match, Chicago et Green Bay d'ailleurs, ce sont les 2 matchs beaucoup plus compliqués en termes de défense contre les receveurs. Mais
Il y a des chances que... Ouais, je sais pas, faudrait voir... Que ce soit pour JJ. C'est JJ qui va se prendre Ouais, bah c'est ça. Déjà, il y a des chances que ce soit ça. Mais même, en fait, quand tu arrives en playoff, souvent, bah, tu le fais grâce aux joueurs que tu as. Si tu es arrivé en startant Addison, il y a peu de chances que tu aies envie de le bencher à ce moment-là, après les derniers matchs qu'il ait fait. Si tu arrives pas grâce à Addison et que tu as déjà les bons joueurs, tu n'as pas spécialement de raison de changer. Mais c'est ça que je veux dire. Il n'a pas un match-up qui, effectivement, dise tiens, tout d'un coup, je vais le mettre. Mais là, depuis 4 matchs, disons, il commence à avoir vraiment un volume qui cartonne. Et surtout, il a montré 2 fois un upside monstrueux. Et c'est ça qui fait gagner des matchs de playoff. On parlait aujourd'hui, on a tout un... Enfin, j'ai posé des questions sur Twitter, on a débattu un petit peu sur... Vas-y, t'en parleras après. Mais oui, voilà, versus truc. Donc, bah, lui, il a l'upside pour le coup. J'avais une toute petite remarque là-dessus, mais on peut rapidement en parler si tu veux. Hein, mais non, bah, quand tu veux. On parlera juste après, justement, de ce que vous préférez, les managers fantasy, entre le joueur régulier et le joueur qui a des pics, qui a des upsides et qui parfois peut avoir des planchers un peu plus bas. Si vous voulez y répondre, vous avez les commentaires ici pendant le live, mais vous pouvez aussi aller sur le Twitter, le X de Fantasy Ballers et le Blue Sky de Fantasy Ballers pour pouvoir répondre aux tweets. Moi, quand j'ai eu le tweet, j'ai pas vu que c'était nous, et j'ai insulté. Je me dis, c'est quoi ce faux truc? Je dis, mais bien sûr que tu prends régulier, mais vas-y, mais c'est qui? Je dis, bon, d'accord, si c'est nous, c'est intelligent. Non, en plus, on avait ce débat un peu avec Marc sur Jameis Winston et qui était intéressant là-dessus aussi. Jameis Winston est un très bon exemple de ça. Alors après, quand on est en Superflex, c'est une autre question. Ouais. Je vais passer à mon match marquant. Seattle, Arizona, je le mentionne. Pourquoi ? Parce que pour une fois, on a 0 surprise. Et franchement, ça fait du bien, en fait, un tout petit peu. On en avait parlé pendant le warm-up. Zach Charbonnet a cartonné. Kyler Murray a fait du Kyler Murray, c'est-à-dire qu'il n'a pas été bon sur le terrain, mais néanmoins, en fantasy, il a été performant en termes de scoring. James Conner était là. Michael Wilson. On avait dit pendant le warm-up, aller revoir JSN au-dessus de DK Metcalf. Here we go. Clairement, ça a été le cas pendant le match. Et Trey McBride a fait du Trey McBride. Donc au final, quand on regarde ce match, moi ça m'a marqué, comme quoi d'un point de vue pick'em, c'était presque évident que les Seahawks allaient gagner, et d'un point de vue fantasy, on savait qui startait, qui benchait, et on pouvait presque deviner. Et c'est tellement rare que pour moi ce match, qu'est-ce qu'il se la raconte, ce Franz? Parce que moi j'ai mis vainqueur les Cards, mais je suis bien devant toi dans les pick-em, alors que je n'ai aucune leçon de recevoir. Alors là, je vois, c'est intéressant parce que moi je trouve que les Cards c'est l'équipe en chute libre, mais parce que les mal dirigés malheureusement. Mais ok, t'as mis les Cards, bon bah t'as fait une connerie, qu'est-ce que je te dis? Je t'ai pris un point. Juste une petite remarque sur Zach Charbonnet. A priori, Aptin, il semble que Kenneth Walker puisse revenir en week 15. Selon toi, s'il revient, encore une fois, pour tous ceux qui vont aller en playoff et qui ont Kenneth Walker, et qui ont peut-être les deux, qui ont Kenneth Walker et Zach Charbonnet, qu'est-ce que tu ferais si tu avais les deux dans ton roster? Ça dépend du roster, si tu peux le starter ou pas. Maintenant, moi, je pense que quand les deux ils sont là, les deux ils s'annulent. Tu peux même pas les starter. Charbonnet, ça devient juste quelqu'un de un peu random. Et moi, c'est ça qui me dérangeait le plus parce qu'on parlait du backfield des Jets. Je trouve qu'on a à peu près le même rendu ici. Maintenant, un running back qui revient de blessure suite à une très grosse performance du RB2, généralement, ça part vraiment en full committee. Et je serais quand même assez chaud de starter l'ami Zach, de me dire que on va un peu surfer sur ce qu'il a fait la semaine dernière et un peu y aller easy avec Walker. Donc oui, je le starterai, mais c'est risqué. Ah ouais, moi je suis pas trop d'accord. J'avais Charbonnet au début de l'année et il a super bien remplacé Kenneth Walker pendant 2 ou 3 semaines. Et là, de nouveau, il a incroyablement bien remplacé Kenneth Walker, mais par contre, dès que Walker est là, il a 0 volume.
Et même dans les dernières semaines où Walker commençait à faiblir un petit peu par rapport à son début de saison excellent, Walker faisait quand même entre 2 tiers et 3 quarts du volume, avec jamais moins de 13 points fantasy, à part 2 fois où il est descendu en dessous de 10. Il a jamais... bref, donc si Walker vient... Après, il faut voir, encore une fois, c'est toujours pareil, est-ce qu'il est blessé, pas blessé, faut essayer de lire entre les lignes, s'il vient avec une blessure qui risque de ressortir après le premier quarter, etc. Mais pour moi, si les deux jouent, c'est Walker à starter sans hésitation, et tu peux pas avoir confiance en Charbonnet malgré le match qu'il vient de faire, parce que, je te dis, même s'il a pas fait 35 points en début de saison, il a marqué 18 points, 26 points PPR en week 2 et 3, et ensuite Walker est revenu, et Charbonnet n'a pratiquement pas joué. Donc, je pense pas que ce soit un truc... Il y a eu des exemples, par exemple, avec Bucky Irving, où on se dit, tiens, Bucky Irving, il joue pas mal, et en fait, on va lui donner plus de ballons. Je pense pas que Seattle, ils vont donner tout d'un coup plus de ballons à Charbonnet, sauf si Walker ne joue pas. C'est intéressant. Vous pouvez vous faire votre avis. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que Zach Charbonnet a une chance d'avoir une dizaine de portées face à Green Bay, si je ne me trompe pas, hein. Oui, face à Green Bay, qui n'est pas une très bonne défense contre la course d'ailleurs, hein. Donc a priori, si Kenneth Walker revient, on devrait voir de la course et donc un Kenneth Walker performant pour votre première semaine de playoff. Et donc à savoir si Zach Charbonnet joue ou non. En tout cas, déjà, premièrement, la santé de Walker. Voilà, la santé de Walker est prédominante. Très bien, messieurs, merci. Avant de passer au top, flop, waiver, star, tout ça, moi j'ai trois petites questions comme ça de transition. La première, c'est, Aptine, je vais te donner la main. Si tu l'as dans certaines de tes équipes, en tout cas, imaginons que tu l'aies, comment tu réagis face au cas Amon-Ra St. Brown? Amon-Ra St. Brown, je ne sais pas si tu as le contexte, mais c'est un joueur qui clairement est dans la DP des 3 premiers tours, drafté dans les 3 premiers tours, et malheureusement dernièrement, il subit le fait d'avoir une équipe complète comme jamais. En 3 semaines, c'est 9.2, 9.8, 7.8. On arrive en playoff, tu fais quoi avec Amon-Ra? Alors, je l'ai nulle part, déjà pour répondre à la première question. Et qu'est-ce que je fais? Tu es obligé de starter. Hein. Là, si à part arriver en fin de saison, tu as un effectif où tu peux te permettre de bencher, bravo. Mais pour moi, tu es obligé de starter, mais juste revoir un peu tes attentes à la baisse et de dire que c'est pas un WR1, mais potentiellement un 2, voire un flex. Mais au final, tu peux te réveiller qui t'ait mis aussi 30 points. Donc ça, on savait, on a déjà beaucoup dit dans les équipes qui marchent énormément bien. Il y a souvent un joueur qui est très régulier. Après, c'est un peu... c'est typique. Moi, on prend l'exemple de Kansas assez souvent, tu vois, mais à part Kelsey, les années fortes, parce que là, Kansas, c'est un autre sujet, mais les années fortes de Kansas, il n'y avait que lui qui était très régulier. Et après, c'était qui va mettre son 10-15 points derrière, quoi. Et là, je pense qu'on est exactement dans le même cas de figure, le fameux trop de bouche à nourrir, et c'est lui qui en pâtit. Après aussi, vu que c'est le meilleur défenseur, vu que c'est le meilleur attaquant, j'imagine qu'il y a le meilleur défenseur et que tu sais, il y a toujours un système qui est en place pour essayer de lui l'éteindre dès qu'un Team Patrick ait plus de ballons. C'est peut-être des choses qui veulent, ça les arrange que c'est plutôt lui qui les prenne que Cameron St. Brown, mais tu le startes, t'as pas le choix. Marc, ça te semble évident aussi? Ouais, je pense que t'as pas le choix. Moi non plus, j'ai St. Brown nulle part, donc c'est quelque part. Je sais pas pourquoi, mais on se rejoint avec Aptine. Mais je pense que t'as pas le choix, ouais. Mais à moins d'avoir, comme tu dis, c'est peut-être un mid-range WR2 en ce moment, et donc si tu le startes pas, c'est pas, tu vois, c'est un peu comme Brissol, Bijan au début de la saison. On avait ces conversations là avec ces joueurs-là. Ils étaient vachement décevants par rapport à ce qu'on attendait d'eux, mais en même temps, ils doivent starter dans un roster fantasy, à moins que ce soit des ligues à 10 équipes et 2 receveurs, quoi. La guillotine, par exemple, là, je pense qu'il est Non, même pas dans c'est un ça, la roster. guillotine, on est plus que 4, il joue pas, je pense. Ouais. Ouais, c'est fou. Garde la main, Marc. Ma deuxième question, elle est par rapport à Isaiah Pacheco.
Encore une fois, on essaie quand même d'éclairer un tout petit peu et d'aider un tout petit peu ceux qui vont devoir faire un choix. Isaiah Pacheco, on l'a gardé parce que c'était leur running back numéro 1 les Chiefs et qu'il était blessé. Il arrive, il fait 5.4 pour cette portée, il fait 7.1 pour 14. Tout à l'heure, j'ai posé la question: est-ce que vous regardez le planning des équipes qui finalement vont jouer contre des franchises qui ont quelque chose à jouer pour la qualification en vrai playoff? Donc moi, j'ai une question. Kansas City est déjà numéro 1 de sa division. Ça joue Cleveland, Houston et Pittsburgh. Qu'est-ce que l'on fait d'Isaiah Pacheco? Ouais, bah, Pacheco, c'est un peu différent parce que si tu arrives en playoff et que tu n'as pas Pacheco, tu es arrivé en playoff sans Pacheco. Et donc, tu as une bonne équipe. Donc, la question, c'est est-ce que tu insères Pacheco dans ton line-up, dans un line-up qui a fonctionné et qui t'a amené en playoff, ou est-ce que tu restes comme t'es? Donc, si admettons que tu n'aies eu aucune blessure, il y a des chances qu'on se dise bah, autant rester comme on n'est pas trop sûr, etc. Effectivement, comme tu as dit, Kansas City, probablement déjà en playoff, même si je pense qu'ils faudront tout faire pour avoir le seed numéro 1. Ils sont numéro 1, c'est sûr. Ils sont sûrs de. Ok, donc déjà, il reste 4 matchs. Ah bah, en tout cas, ils sont sûrs numéro 1 de la division. Ouais, ils jouaient la. Ah ouais, mais je veux dire, ils ont la wildcard ou pas? Je Pour pense que l'instant, c'est ouais. pas sûr. Mais c'est pas acté. Non. Il leur faut encore au moins 2 matchs pour avoir la wildcard, je pense. Qu'ils soient en bail. Excuse-moi, la bail. Excuse-moi. Ouais. Enfin, je sais pas. Enfin bref. J'ai un doute, mais. Okay. Ouais, bon, admettons. Mais donc du coup, ils ont quoi? Ils ont Cleveland cette semaine et Houston la semaine et prochaine. Pittsburgh. Donc ça va encore. Pittsburgh, c'est plus dur. Mais je pense que, encore une fois, il faut être flexible par rapport à ce que tu as. Moi, j'ai un exemple où j'ai Pacheco, notre dynastie, là. Je suis arrivé en playoff sans Pacheco, mais mes running backs, c'est genre Javonte Williams, DeAndre Swift, Kenneth Walker, des mecs comme ça, tu vois. Et j'y suis arrivé surtout grâce à une bonne régularité et grâce à mes receveurs. Mais en running back, j'ai des joueurs qui ont été bons à certains moments de la saison, etc., mais qui ne sont pas des valeurs sûres non plus, tu vois. Je serais peut-être tenté de mettre Pacheco. Le volume qu'il a eu dans le dernier match était intéressant. Il monte un petit peu en régime. Les points ne l'étaient peut-être pas. Je n'ai même pas eu le temps de voir son score parce que c'était le match du dimanche soir. 7.1. 7.1. Ouais, 7 points. Donc son score n'était pas ouf, mais j'ai vu qu'il avait eu plus de carry, qu'il prenait un peu plus de volume à Hunt. Ouais. Donc voilà. Je pense que. Le problème peut-être de Pacheco, c'est. Non, fini. Non, j'allais dire, Kansas City, je pense qu'il compte sur Pacheco. C'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir. C'est pour ça qu'ils lui donnent des carries. Il va avoir besoin peut-être d'un touchdown, d'une offense qui se met pas en galère à chaque match à gagner de 2 points, etc. Mais je pense que tu peux clairement le starter dans une équipe qui est en playoff et qui peut gagner un titre. Mais tu n'en as pas absolument besoin si tu es arrivé là sans lui. Tu n'es pas obligé de prendre le risque, quoi. Tout dépend de ce que tu as en running back. Je préfère starter je peux te citer une dizaine de mecs off the top of my head que je préférerais starter, quoi. Donc, Captain, t'es dans la merde si t'avais Karim Hunt pour remplacer Pacheco, en fait. C'est exactement ça. En fait, je me dis, les personnes qui ont eu Pacheco, ils sont jetés sur Karim Hunt, qui ont très bien fait parce qu'il a été très bon. Maintenant, les deux, il n'y en a aucun des deux qui score. C'est ça. T'arrives en playoff, t'arrives un peu en mode, qu'est-ce que je fais? Bah voilà. Donc, je pense aussi, en fait, c'est ça. C'est un Pacheco, ça dépend de ce que tu as. Pour moi, tu startes encore moins confiant qu'Amon St. Brown parce que St. Brown, un 10 points, tu dis putain, t'étais projeté à 18 alors qu'il te fait 10, t'es content. Pacheco, tu fais. Je sais pas. Pacheco, il peut te coûter une qualif. Ouais, clairement, ouais. Rapidement, garde la main. Un rapid fire sur les 2 dernières. Est-ce que Thielen peut être un playoff winner? Aptin. Je pense que oui. Ah, ouais, mais en fait, la question. Tu rigoles, grand chef. Tu rigoles. Non, mais je rigole. 3 matchs de suite? Tu veux 3 matchs de suite de Thielen? Eh ben, j'ai besoin de 3 matchs de suite. Il faut que je regarde. Eh ben, écoute, c'est très simple. Il a 23, fait ouais, je vois 21 portées, 21 réceptions, 21 targets en 2 matchs, 19.9 et 14.7 et en points, en 9 PPR. Ça joue Dallas, Arizona, Tampa Bay. Hein. Mais tu sais qu'il est en train de jouer son prochain contrat. Hein. On l'avait un peu oublié. Là, il a fait 3 bons matchs enfin. Je pense que même les Panthers, c'est quelque chose qu'ils veulent un peu lui offrir parce que ça a vraiment été un super soldat avec les Panthers. Donc, franchement, je me dis vraiment que c'est un peu une fleur qu'ils veulent lui faire, de lui donner beaucoup de targets pour qu'il y ait beaucoup de volume, pour qu'il puisse trouver un contrat l'année prochaine. Ouais.
En troisième tentative, c'est impressionnant. Il est visé en Il est permanence incroyable. par Bryce Young. Et comme Xavier Liguet n'arrête pas de dropper, Thielen peut être une soupape clairement pour Bryce Young. Donc maintenant qu'on a dit ça, ceux qui ont été patients et qui ont gardé Thielen, ils sont peut-être contents de l'avoir pour leur playoff. En tout cas, ça peut être une option. Marc, Oui. je l'ai gardé celle-là pour toi. Est-ce que Saquon est MVP pour toi? MVP fantasy ou de la ligue? Oh non, là on est dans la vraie. Dans le vrai. Ah, il y a Josh Allen qui vient de faire une performance énorme. Écoute, si Christian McCaffrey n'a pas été MVP l'année dernière, Saquon Barkley n'est pas MVP cette année. Oh. Il n'a pas les stats, il perd trop de touchdowns sur la On goal dit les line. verts parce que c'était une réponse parfaite que tu as dû faire. Ouais. Il perd trop de goal line touchdown pour qu'on parle vraiment de lui. Tout le monde est là à dire ouais, il a été excellent, il fait enfin une super saison, machin, libéré des Giants, blablabla. Mais il n'est pas MVP. Les Eagles vont pas avoir le meilleur bilan. Il est running back. Non, pour moi, il a aucune chance d'être élu MVP. T'as l'air d'acquiescer, Aptine. Pour toi, c'est Josh Allen pour le moment. Oui, clairement, ouais. Moi, j'étais pas haut sur Josh Allen. On peut reprendre les épisodes. Moi, je le voyais même pas forcément QB1. Je voyais Lamar bien au-dessus. Même si pour moi, ça va jouer entre Lamar et lui quand même pour la partie pour le MVP. Mais il est incroyable. Avec les joueurs qu'il a, Et il ça est va juste être Pat incroyable. Mahomes, QB de la meilleure Non. équipe. Je sais, je t'imagine le impossible. scandale si c'est ça. Ouais. Le QB de l'équipe avec le meilleur bilan. J'avais vu les odds assez récemment. Puis même en coach de l'année, il est même pas dans les top 5 des coachs de l'année. Ouais. C'est assez fou, mais il n'y a personne qui est. J'ai l'impression que tout le monde voit qu'il. Enfin, bon, bref. Copy-paste de la semaine dernière, de la semaine d'avant. C'est vrai que Josh Allen, au Exactement. début de l'année, t'étais pas chaud sur lui. Je me rappelle que c'était un des rares désaccords qu'on avait, où tu pensais qu'avec le départ de Diggs, ça allait fortement l'affecter et baisser sa production. Ouais, Diggs et personne autour. Hein. Enfin, tu vois, Cook. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il arrive à faire des points fantasy alors qu'il y a personne. Shakir, quoi. Bon, Shakir est un très bon receveur. Et quand Shakir est un bon receveur, mais il y a Shakir. Et les autres, t'as McCollins, t'as une version de Kincaid ou de Knox une fois de temps en temps. T'as Samuel, l'espèce de corps le corpse, le cadavre de Curtis Samuel. Et puis t'as James Cook qui fait ses matchs. Mais hier, il y a Ray Davis. Ils mettent 450 yards, Ray Davis 0 points. Keon Coleman, il joue même pas. Il y a Amari Cooper maintenant quand même. Il a couru comme un cochon ça, aussi, Josh. ouais. Il a couru comme un cochon. Là on a retrouvé le Josh Allen à la course. Là. Attention, arriver en playoff, et là on parle de vrai playoff, le fait d'autant envoyer ton QB au charbon, pour moi, c'est pas du tout une bonne solution. Ouais. Aptine, ton top de la semaine, il me semble que c'est un joueur des Rams. Oui, j'avais mis. En fait, c'était Rams globalement. Je sais pas, c'était peut-être le premier message que j'avais mis ce matin. J'étais très content de la victoire des Rams, non pas parce que j'aime pas les Bills qui sont devant nous en tant que Steelers, mais juste je suis content que les Rams, que quand ils sont au complet, ça joue très bien, ça défend bien, c'est bien coaché. Je pense que tout le monde aime Stafford, tout le monde aime Cooper Kupp, tout le monde aime Puka Nacua. Et moi, dans mon top, j'ai mis Puka Nacua parce qu'il était incroyable. Il a été 14 targets, 12 réceptions, TD réception, TD à la course. Et je pense que c'est un bon gars, donc très content. C'est vrai, ça, tout le monde aime les joueurs des Rams, sauf Los Angeles en fait. C'est vrai. Sauf les gens qui vivent à Los Angeles. C'est le Monaco des États-Unis. Ils sont trop occupés à se mettre des mines de, je sais plus comment s'appelle la drogue là. Puka Nacua. En tout cas, Puka Nacua, Cooper Kupp, tout ça, quand ça tourne bien, c'est quand même une sacrée équipe offensivement. Karen Williams qui est également performant quand il est en bonne santé, c'est impressionnant. Toi, on en a parlé un tout petit peu du coup avec le MVP. Marc, tu veux justement saluer Josh Allen. Ouais, c'est mon top de la semaine, évidemment. Bah ouais. 51,88 points fantasy. C'est un record pour un QB depuis l'histoire, mais en tout cas depuis 1950. 3 touchdowns à la course, 3 touchdowns à la passe. Un match de ouf, malheureusement, qu'ils perdent du coup contre les Rams. Donc ça trahit un petit peu l'inverse de Chiefs, tu vois. Une équipe kiffante, qui produit, machin, mais qui est capable de perdre des matchs à la con comme ça. Alors que les Chiefs, ils trouvent toujours un moyen de gagner. D'ailleurs, c'était une belle illustration de la saison, j'ai trouvé. Les deux équipes favorites de l'AFC, peut-être avec les
Tu me diras, il y en a beaucoup en AFC qui sont fortes, mais deux des favoris d'AFC qui jouent contre une équipe de Los Angeles, une qui perd de 2 points, l'autre qui gagne de 2 points en jouant mal. Mais ouais, pour la fantasy, en tout cas, Josh Allen, mon MVP, il monte en puissance. Il n'a pas été, Aptin a raison, hein, il n'a peut-être pas été aussi dominateur que les années précédentes. Il a eu quelques matchs compliqués au début. On se disait, ouais, quand il jouait à l'extérieur, il m'a fait perdre, moi, des matchs week 2 et week 4 de mémoire. Mais depuis le milieu de la saison, il a vraiment trouvé une bonne régularité. Et là, il y a Amari Cooper qui revient, peut-être Keon Coleman qui va revenir, Kincaid, peut-être, ça, je ne suis pas sûr que ça aide autant, mais en tout cas, il est en bonne condition pour finir la saison très fort. Et il a les Patriots et les Jets, week 15 et 16. Donc, je compte sur lui pour me faire gagner quelques trophées cette année. Nice. Pour ma part, c'est George Kittle. George Kittle, tight end numéro 1 de la semaine à nouveau, pour la deuxième fois de l'année. Mis à part contre Buffalo en week 13, où il était un peu en dessous, il n'a fait que des bonnes semaines pour un tight end. C'est hyper important de le souligner. Surtout, encore une fois, c'est l'église au centre du village de San Francisco. Il est rayonnant. Il porte un peu cette équipe. Non, c'est incroyable comme il crève l'écran. Oui, il y a eu Guerrero, bien entendu, on va en parler, mais je trouve que quand tu regardes un match des Niners et que tu es fan des Niners, je pense que c'est George Kittle que tu remercies cette année. Et là, c'est 100% de réception cette semaine, hein, quand même. 6 targets, 6 réceptions pour 151 yards. C'est un mec qui te fait avancer les chaînes, c'est un mec qui te permet quand même de te rapprocher fortement de la end zone à chaque drive. En tout cas, Brock Purdy lui a envoyé une tonne de ballons. Et quand on joue à la fantasy, on sait à quel point les tight ends c'est compliqué, mais surtout George Kittle, je pense avant le début de la saison, il était un peu décrié quand même. Quel état il va être, est-ce que c'est le George Kittle d'avant? Ah, mais c'est fini, nanani, nanana. Il a bien fermé des bouches cette saison. Et je trouve que cette semaine, c'est un très bon exemple parce que, l'air de rien, Chicago a ressemblé à un petit enfant à côté des Niners. Ah oui, Chicago, le fameux. Attendez, je vais faire plus de yards que Chicago en première mi-temps. J'ai fait 5 pas, ils ont fait 4 yards. Ah bien, joli. Tu l'as préparé celle-là? Pas du tout. Mais je voulais juste marcher. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'il y a une mention honorable, messieurs, au niveau des Moi, tops je veux que tu me vous dises. voulez? Moi, il y a un flop à un moment, on peut plus laisser Non, passer. top d'abord. D'accord, ok. Est-ce que dans les tops, vous avez une mention honorable? Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Eh ben, passons au flop. Et je crois, Aptine, que tu as un flop un petit peu surprenant. Vas-y. Ah bah du coup j'en ai 2. Désolé. Du coup je vais pas dire le deuxième, non, voir si on en ouais. parle. Le flop que je t'ai donné, c'est George Pickens. Alors oui, il était blessé et oui, je le mets dans mon flop, il n'y a pas de sens. Parce que pour quelqu'un qui a autant parlé, mais autant parlé après la défaite qu'on a eue contre Cleveland, pour que ce rat dise une heure avant le match, j'ai mal, ou je sais pas ce qu'il avait, du coup qu'il soit out, je ne sais même pas s'il est out pour la semaine prochaine, parce que ce type de blessure, Ouais. ça peut traîner. Ça peut durer 2 semaines. Ouais. Je peux t'assurer qu'il a fait un truc débile juste avant, parce que pour qu'une heure avant, il dise « Ah oui, j'ai mal », c'est que c'est que Non, mais il s'est pas, blessé le vendredi. Et tout ça pour dire que, pour quelqu'un qui a autant parlé après le match qu'on a perdu contre Cleveland à Cleveland, c'est une équipe nulle, s'il neigeait pas, on leur mettait 40 points, blablabla, pour que tu arrives une heure avant et que tu dises « Je suis out » et qu'on gagne quand même, c'est toi mon flop. C'est intéressant. Marc, du coup, George Pickens, encore une fois, on arrive en playoff. Pour beaucoup, c'est quand même un receveur, leur receveur 2. Ouais. Comment on réagit? À sa blessure, c'est compliqué. Je pense que c'est une blessure au hamstring. C'était, tu vois, arrivé le vendredi à l'entraînement, il était sorti pendant l'entraînement et limité. Et tu vois ça et tu vois hamstring. Moi, quand je vois ça et que je fais mon injury report le samedi, qui, je le rappelle pour tout le monde, j'essaye d'aller au-delà du tag questionable, parce qu'ils ont enlevé les tags probables il y a quelques années. Du coup, on a la moitié de la ligue, la moitié des blessés en questionable, quelques-uns en doubtful. Doubtful, les stats sur les 5 ou 6 dernières années que j'avais vues au début de l'année, il y a genre 5% de mecs qui jouent quand ils sont doubtful. Quand ils sont doubtful, c'est quasiment comme s'ils sont out. Faut absolument pas s'attendre. Dès que tu vois doubtful, tu peux immédiatement dire ok, c'est le remplacement qui va jouer. Questionable, il y a tout et n'importe quoi.
ça va, et ça dépend par équipe, ça dépend par type de blessure, ça dépend même parfois par poste. Tu as des équipes qui mettent des joueurs questionable et 80% du temps ils jouent. Tu as des équipes qui mettent, genre Pittsburgh, je crois justement, c'est une équipe qui mettait questionable, et quand ils mettent questionable, tu as genre 35 ou 40% de temps ils jouent. Donc ça veut dire qu'ils ont tendance à ne pas taguer des mecs qui sont légèrement blessés, limités, mais ils enlèvent le injury designation tout de suite dès le vendredi s'ils pensent que le mec va jouer. Donc là, en l'occurrence, blessure le vendredi, hamstring et questionable. J'en avais rien à faire que les gars disaient ouais, c'est pas grave, qu'il a parlé au reporter après, que Tomlin machin, ça c'était juste pour entretenir le doute. J'étais sûr qu'il allait pas jouer, et effectivement ça a été le cas. La question, McConkey, même c'est... chose. Hein. Ouais, exactement. McConkey, pareil, je me disais, il y a des Je chances. me fais avoir, moi. Ouais. Bah moi je me suis fait avoir aussi, heureusement. Et le pire, c'est que je m'y attendais, mais j'avais pas de remplaçant pour le dimanche soir, Ouais, en fait. pour l'autosub. Pardon, je t'ai coupé, tu disais, ouais. Non, donc pour revenir à qu'est-ce qu'on fait avec lui, je pense que ça dépend de la gravité de la blessure. On a très peu de communication de la part des Steelers là-dessus. Ils en ont pas parlé dimanche. On ne sait pas si c'est grave, pas grave. C'est suffisamment grave pour qu'il rate le match quand même. Et effectivement, un hamstring, ça peut être un claquage, un truc comme ça peut durer 2-3 semaines. Ou alors, ça peut être le genre de connerie où le mec revient trop tôt, comme l'a fait Mike Evans un peu plus tôt dans la saison, et que derrière, il se fait une vraie blessure qui rate 4 matchs, quoi. Mais du coup, Aptine, toi qui es un Steeler, si Pickens ne joue pas, on met qui? J'ai failli être ridicule parce que pendant le warm-up, je disais qu'on pouvait considérer Van Jefferson. Heureusement qu'il a mis un touchdown. Et qu'il a fait mieux que Calvin Austin. Bah oui, voilà, heureusement qu'il a mis un touchdown. Mais moi, je m'attendais à voir plus Van Jefferson parce que je trouvais que ça matchait un petit peu plus peut-être avec certaines routes de Pickens. C'est plutôt Mike Williams, non, qui remplace Pickens. C'est plutôt one-on-one. oui, ouais. Mais en fait, Mike Williams, on ne sait jamais. Moi, quand j'ai vu la blessure, je me suis dit, faut que starter. Enfin, la seule personne startable, c'était pas de faire move parce que ça restait, on va dire, la soupape de sécurité. Et on sait que Russell Wilson aime bien les tight ends. Faire move joue plutôt bien depuis quelques semaines. Et tu dis, dans un match comme ça, et je crois en plus qu'il a pris un TD, si je dis pas de bêtises. Donc au final, dans un match comme ça, pour moi, ça devenait un peu l'option numéro 1. J'ai zéro confiance en Van Jefferson et j'en avais pas forcément avec Mike Williams parce que pour nous, on a des chats de Steelers et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Mike Williams si là, il n'a pas 5 catchs, il y a un problème, il en a eu 2 ou 3. Il a fait un gros catch à un moment, un peu une main en sortant de truc pour qu'on prenne un field goal et tout, mais il s'est rien passé. En tout cas, comme dans n'importe quel bon média de sport, on nous dit jamais quand on a raison, on nous dit que quand on a tort. Et allez-y, dites tout ce que vous voulez sur le fait que j'ai conseillé. Moi, j'ai écouté pour une fois le warm-up et je me suis dit, tiens, il faut vite rajouter Calvin Austin. Je l'ai mis à la place de Jalen Waddle et ça va me coûter potentiellement une bye week. Oui, un coup, j'ai parlé de plafond éventuel de Calvin Austin par rapport à Rome Odunze. Eh ben, Rome Odunze, cette semaine, il met 2 touchdowns alors que le mec n'avait pas mis un touchdown depuis le début de la saison. Oui, bah d'accord, c'est la fantasy et j'en suis navré. Mais il y a pas eu que des conneries. Oui, Nimodo, pardon. À la place de Brandon Cooks. Ouais, ok, tu verras ce que va faire Brandon Cooks, t'en sais rien. En tout cas, c'est le lot du warm-up. On est navré. Marc, toi, je crois que tu avais un flop of the week que tu portes sur toi. Là. Mon flop of the week n'est pas vraiment lié à la fantasy parce que c'est là que c'est parfois contradictoire, mais c'est les Giants qui, pour une fois, je disais dans le chat, chaque année, on ne sait même pas tank. Là, cette année, en tout cas, on a appris à tank. On fait tout ce qu'il faut. On est tellement nul. C'est tellement horrible à regarder. Et toutes les erreurs possibles et imaginables qu'on peut faire, on les fait. Il n'y a pas un joueur pour sauver l'autre. Et les seules satisfactions offensives, c'est les 2 rookies, Neighbors et Tracy, qui du coup font à peu près survivre leur manager en fantasy, mais c'est pas ce qu'on attendait. Donc ouais, un flop collectif de la part des Giants qui vraiment, t'as l'impression qu'ils, là pour le coup, moi en tant que fan, mais même en tant qu'externe, tu te dis, attends, c'est pas possible, ils font exprès de perdre. Ils sont vraiment en train de faire exprès. Et pourtant, ça a failli... Ils ont failli rater leur tank en plus, hein, c'est ça qui est incroyable. Merci Graham Gano, bisous à toi qui est passé par Charlotte. Sur les 8 premières passes dans le premier quarter de Drew Lock, 0 sur 8, 8 passes incomplètes. C'est terrible. Terrible. Et il y a 4 drives qui ont commencé
sur la ligne des 50 yards et on a marqué 3 points au total sur ces 4 drives. Un field goal. C'est te dire un peu l'état de l'offense. Ah ouais, c'est un truc de fou. Mais bon, après, c'est le tank, comme tu dis. Moi, mon flop, c'est Deebo Samuel. Oui. J'avais un top qui était George Kittle. Mon flop, c'est Deebo Samuel. Parce que Deebo, malheureusement, où est le mec qui était capable de prendre des carries et de performer sur sur des trick plays. Il est complètement absent depuis 4 semaines. En fait, il y a 5 semaines, il fait 10.10 quand même. Donc voilà, mais je pense qu'il est là en train de planter énormément de managers fantasy. Et le pire là dans cette affaire, c'est qu'il n'y a que 3 targets, quoi. Donc c'est ça qui est hyper inquiétant, c'est que le volume baisse également. Donc pour moi, c'est un gros flop de la semaine. Parce que là, moi, j'ai les stats et on peut même en parler en tant que flop un peu de l'année. Hein, parce qu'il fait une fois un bon match à 10. Après, je suis peut-être qu'en standard, hein, je suis peut-être pas en PPR, mais je vois une seule fois, il a fait 17, 13, 10, c'est tout. Sinon, j'ai du 7, 2, 0, 8, 7, 2, 2, 0, 3. Et ça, c'est du coup les 5 derniers matchs. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Moi, je l'ai dans 2 ligues FB. Et à chaque fois, je regarde son score. En plus, tu vois, il met de l'ambiance sur Assad Line. Il est là à pousser ses coéquipiers. Mais en plus, le pire, c'est qu'il retourne des kicks. Et alors, parfois, tu regardes le match et tu fais ah cool, putain, Deebo, c'est lui qui vient de faire ce truc de ouf, 40 yards et tout. C'était un putain de punt return. Il me rend fou. Il y avait personne là dans l'équipe. Il n'y avait plus de McCaffrey, il n'y avait pas Brandon Ayuk, il y avait Purdy qui était de retour. Et le mec, il fait 4 points. Sur combien de targets, t'as dit 8% de target share, là, je vois là. Une target 2 targets 3 targets. 3 targets, ouais. Ridicule. Non, mais c'est... Et il n'a pas porté le ballon. Si, il a porté le ballon 5 fois. Ah, quand même. Mais pour 13 yards. Donc là, ils vont nous tease encore. Ils vont nous dire peut-être que Guerrero il est blessé. Donc on a vraiment plus de running back. Donc Deebo, on va starter Deebo week 14 et on va se faire baiser. Messieurs, il faut qu'on avance. Aptine, tu avais un flop, on va dire... Oui, tu disais que tu en avais 2, du coup. Non, c'était Deebo. Une petite surprise. Non, c'était Deebo. Parce qu'en fait, quand tu avais fini ta phrase, je me suis dit, si là, en plus, tu prépares ceux du Deebo, on va avoir un problème. Parce que là, je me suis dit, c'est à quel moment qu'on n'insulte pas les morts de Samuel? Parce que là, vraiment, c'est abusé. Tu vous mettez 40 points, il met 4 points. Pour un mec qui est censé être l'option numéro 1, Kittle, franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais il doit être fracassé. Là, son corps, il doit être fatigué, tu vois. Et c'est fou parce que justement on avait parlé avec Alex et Clément dimanche en disant Deebo, moi je veux que dans une situation de San Francisco telle qu'ils sont et qu'ils disent mon ego je le mets de côté, là quand j'ai pleuré parce que je voulais être plus receveur que running back, et là c'est pas le moment mon gars, c'est juste pas le moment, vas-y tu mets ton ego de côté et tu fais tout pour l'équipe, et là c'est terrible ce qu'il fait. Et je pense que du coup, c'est juste très difficile de le starter pour ces playoffs. Waiver All-Star, Aptine garde la main. On finit sur San Francisco. Quelle transition! Magnifique ça. Ouais. Est-ce que tu veux que je lis le message? Parce que du coup, tu m'as dit quel serait ton waiver All-Star. Je dis who. Alors, j'ai dit quoi? J'ai fait n'importe quel running back qui startera. San Francisco. Trouver le mec qui start. Et n'importe quel mec. Who the fuck will be starting? Ce mec-là. Du coup, c'est Patrick Taylor la semaine prochaine. Regardez, on vous avait dit quoi? Là, on vous avait dit de mettre plein pot sur Guerrero, il met 26 points. Donc franchement, on n'avait pas tort, mais ça coûte cher. J'avoue, les 26 points, 100 balles, c'est cher. Le week 13, ouais. Attends, dans une ligue, on démarre avec $200, j'ai mis 153. J'ai mis tout ce que j'avais. 153. Ça t'a fait gagner T'as gagné le match au moins? Ça se joue cette nuit. Je crois que ça se joue cette nuit, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, Guerrero, énorme match encore. Donc n'importe quel running back de San Francisco, c'est clairement le waiver All-Star. Pour toi, Marc, allez, vas-y, parle-nous d'un Raider. Sincère McCormick, le nouveau Trey Sermon. Tu crois que je t'ai pas écouté au warm-up? Si, tu m'as écouté. Ça chambrait. Ouais, mais c'est qui Sincère McCormick? Il sort d'où, machin? Moi, je disais, c'est pas ce que j'ai dit. Ça pourrait. Si, c'est plus ou moins ce que tu as dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je paraphrase.
Non, pour être tout à fait honnête, je sais pas qui est sincère McCormick non plus. Je l'ai Pour être découvert tout il y à a fait 2 semaines. sincère, du coup. Ouais, j'ai été sincère pour être tout à fait sincère. Je sais pas qui est McCormick. Je l'ai découvert il y a 2 semaines, mais j'avais regardé les stats et surtout le fait que l'année dernière, notre ami, dont le nom m'échappe, le coach Antonio Pierce, l'année dernière, il nous avait fait le coup avec Zamir White. Tout d'un coup, il a eu une opportunité. Zamir White était frais. Il n'avait plus rien à jouer et il nous a fait jouer Zamir White 25 carries par match parce que c'était clairement le meilleur running back à ce moment-là. Et Zamir White a peut-être pas fait gagner des ligues fantasy, mais était un facteur dans les playoffs fantasy l'année dernière. Je me suis dit, il pourrait nous refaire le coup avec Sincere McCormick parce que alors, le seul bémol, évidemment, c'est Mattison ne joue pas. Si Mattison rejoue, on n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire, les mecs. Parce que Mattison, il joue pas trop mal. Mais ils ont un calendrier ultra facile pour finir la saison. Ils n'ont pas grand-chose à jouer. Ils ont envie de voir ce qu'ont les jeunes. QB s'est blessé de nouveau, etc. Et McCormick, j'avais vu qu'il courait beaucoup mieux que Abdullah, qui était à genre 3 yards par carry et servait à rien. Donc je m'attendais effectivement à ce qu'il joue. Cela dit, évidemment, on m'a posé une colle. Hein. Lequel des waivers peut tenir 3 matchs? Il peut tenir 3 matchs. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Il a marqué genre 10,5 points. Et potentiellement, Mattison revient. Le seul qui clairement va tenir, c'est Guerrero. Et si Kyler Murray ne se blesse pas, Zach Charbonnet. Kyler Murray. Kenneth Walker. Mais par contre, en tant que trouver un mec parmi les waivers et tout ça qui peut avoir un staying power, c'est pour moi McCormick. Ouais. En tout cas, pour moi, mon waiver All-Star, là, il y a marqué Jonnu Smith dans le tableau, alors que bon, en waiver, c'est un peu compliqué. Ça fait un moment quand même qu'on dit que Jonnu Smith, il faut. Ça fait 4 semaines qu'il est dans tous mes Ouais, rosters voilà. si vous jouez avec moi. Du coup, moi, j'aurais mis un autre tight end parce que, allons-y sur les tight ends, c'est Calcaterra qui remplace donc des Eagles, qui remplace Goddard. Dallas Goedert. Merci beaucoup. Et donc, qui a marqué son premier touchdown en carrière. Et qui est un bon waiver potentiel s'il y a besoin de tight end. Tiens, alors, il y en a un, merci beaucoup. Alors, Wesh Bichelet, salut, comment tu vas, mon gars? Je suis ravi que tu sois là parce qu'on vient de me taper dessus sur Calvin Austin. Eh ben, il n'empêche que le scénario de Gus Edwards, il est mot pour mot quasiment ce qu'on avait prédit. Donc, merci, Wesh Bichelet, d'être là pour aider un peu ma face. Très bien. Marc, tu avais un truc à nous dire. On est fin de saison régulière. On va faire en fin de saison tout court, évidemment, des récompenses, hein, comme on fait en fantasy, comme on fait chaque saison. Mais là, il y a un truc qui est intéressant. Tu vas nous parler un petit peu du top 2024 et comment on peut estimer les joueurs par rapport aux performances jusqu'à maintenant. Ouais, un petit tease effectivement pour le bilan qu'on fera après la saison de toute façon, mais je me disais vu qu'on arrive en playoff fantasy, voyons qui sont les joueurs qui ont le mieux contribué à nous y faire à nous les faire atteindre les playoffs. Et sur Dynasty Daddy, qui est un des sites qu'on a recommandé assez régulièrement et que si vous cherchez le lien, c'est sur notre Substack. Dans nos liens favoris, Dynasty Daddy, vous pouvez mettre vos ligues dedans, voir plein de trucs du style les power rankings, les chances de playoff, etc. Et ils font aussi un calcul de wins above replacement pour la fantasy. C'est-à-dire qu'ils prennent le nombre de points fantasy à chaque match et ils regardent par rapport au premier remplaçant. Donc typiquement, si vous avez starté 2 running backs, il regarde la valeur qu'a apporté ce joueur par rapport au RB24 de la semaine. Et tu additionnes tout ça pendant 14 matchs et tu arrives avec 4 joueurs qui sont au-dessus du lot, Saquon Barkley, Derrick Henry, Ja'Marr Chase et Joe Mixon. Et plusieurs bons joueurs. Et ce qui est cool, c'est que tu peux aussi mettre ce qu'ils appellent trade value à droite, qui est petit. Hein, si vous regardez, si vous écoutez, je vous recommande de regarder vite fait sur Spotify ou YouTube à la minute 1h04. Le trade value, c'est en fait l'ADP en début de saison. Donc là, tu vois qu'il y en a un parmi les 4, Joe Mixon, qui valait vraiment pas cher à la draft et qui est qui est un top 4 joueur de la ligue en running back. Donc je pense que quand on arrivera au point où ESPN, Yahoo et tout ça, ils nous disent
voilà dans les rosters en playoff, voilà le pourcentage de joueurs qui sont dans les trucs. À mon avis, Joe Mixon, il va être là un peu partout. Et ensuite, donc tu peux faire l'inverse, tu peux regarder l'ADP et voir les wins above replacement de tes joueurs en ADP. Donc évidemment, Christian McCaffrey, qui était le 1-0-1 consensus et n'a quasiment pas joué de la saison, c'est une catastrophe. Mais parmi le top 20 ou 25, je ne sais pas combien j'en ai mis, parmi le top 25, il y en a un qui, évidemment, sans surprise, nous fait très mal, Travis Etienne. Et il fait d'autant plus mal quand tu vois qu'il était pris juste avant et juste après lui. Apparemment, c'était Kyren Williams et Derrick Henry. Donc, si tu te retrouvais à peu près à la fin du deuxième round et que tu avais ces 3 running backs et que tu as cliqué sur Travis Etienne, tu peux t'en mordre les doigts, très sérieusement. Mais en tout cas, voilà, on se servira de wins above replacement à la fin de la saison pour choisir nos tops, nos MVP, nos flops de l'année, nos comeback player of the year et nos awards habituels. Quand on fera notre gros épisode bilan de fin de saison. Et je pense que ça sera aussi l'occasion de revoir un peu nos stratégies de draft et de waiver et de faire un bilan de ce qui a bien marché et ce qui n'a pas bien marché, chacun de nous, parce qu'on a tous eu des saisons un petit peu disparates cette année. Et il y a pas mal de réussites qui rentrent en jeu, mais aussi un petit peu de stratégie. Et on peut toujours apprendre pour améliorer ses stratégies pour l'année prochaine. Putain, il y a beaucoup de mes joueurs dans ce deuxième tableau. C'est normal. Il y a beaucoup de mes joueurs honnêtement, je dis rien, j'ai un peu souri, mais je me suis dit, oh putain. C'est normal. Et Znoki qui nous disait qu'il dans une de ses ligues, il avait CMC et Travis Etienne. Aïe. Comme je disais pendant mon intro, ouais, là, t'es dur de. Heureusement, t'as pas qu'une seule ligue, hein, sinon l'année était longue. Ouais. Ah là, sinon, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Et ouais, comme tu dis, il va falloir ressortir un petit peu ça pendant notre bilan. En tout cas, c'est des stats qui sont assez cool. Alors oui, c'est un peu technique, mais on n'est pas là pour enfiler des perles. Bon Dieu, c'est Fantasy Ballers, merde. Donc, si vous écoutez un podcast, allez sur YouTube, allez sur Twitch, allez sur Spotify et regardez un peu les visuels. C'est hyper Et si intéressant. vous aimez pas trop réfléchir comme moi, si c'est rouge, c'est que c'est pas bon. Ouais, Voilà. si c'est rouge, c'est pas bien. Si c'est vert, c'est bien. Et quand vous allez sur ces plateformes-là, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit like, hein, bien sûr, ou des petites notations, des petites étoiles. On va passer très rapidement, parce qu'il n'y a pas non plus un milliard de choses à dire sur les waiver wire. Jameis Winston en quarterback, McCormick, évidemment, Marc. Donc du coup, tu penses que McCormick peut rééditer des performances 10 points, ouais, il peut rééditer, ouais. en flex? 10 points fantasy. Ouais, il peut être utile, écoute. J'en ai parlé, hein. Je pense qu'il peut être utile, ouais. Je pense qu'il peut être utile. Alors attends. Il y en a un autre que j'aime bien dans la liste, c'est Kendre Miller. Attention à Kendre Miller qui est ressorti de l'IR la semaine dernière, qui a déjà pris un tiers du volume à Alvin Kamara. Et dans une équipe où Derek Carr s'est blessé, probablement pour la fin de saison et tout ça, il y a moyen que ça. Il n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus Olave, il n'y a plus Carr, il n'y a plus mon chouchou de début de saison, là, Rashid Shahin. Donc ouais, Juwan Johnson, Alvin Kamara, Kendre Miller, ça peut faire parler la poudre. Ouais, Patrick Taylor, donc whoever starts as a running back aux 49ers, Isaiah Davis. Isaiah Davis, d'ailleurs, qui n'est pas à la Nouvelle-Orléans. Isaiah Davis, qui est aux Jets. C'est New York Jets, pardonnez-nous. Quentin Johnston, qui n'a pas droppé 43 ballons hier. C'est bon de le signaler. Potentiellement est disponible. Et Elijah Moore, parce que de toute façon, Jameis Winston lance 83 fois par match. Donc, de temps en temps, ça peut être Elijah Moore. Et puis en tight end, Marc vient de le dire, Juwan Johnson, Hunter Henry, parce qu'il faut bien mettre un patriote. Et Calcaterra, du coup. Mais du coup, Calcaterra, tout à fait. Je vais me tromper. Je voulais rapidement mentionner ton tweet, Marc. Donc du coup, hop. Le tweet, il est intéressant, je trouve. Pas parce que c'est toi qui l'as fait, Marc, grand chef,
Mais parce qu'en fait, c'est une question que se posent beaucoup de joueurs fantasy. C'est le floor, le plafond, un écart type qui est très grand versus une régularité importante. Et chacun peut se faire son avis. Et d'ailleurs, je vous invite dans le chat à nous donner le vôtre. Ou alors d'aller sur Twitter et de commenter. Mais là, on voit Devon Achan qui fait 15,3 points par match, alors qu'il a 5 matchs à moins de 10 points, versus David Montgomery, qui a 15,2 points par match et qui en fait que 1 à moins de 10 points. Mais par contre, il n'a pas de big game. Il a 0 match à plus de 23 points. Donc toi, Aptine, puisque tu as voulu répondre un petit peu trop tôt tout à l'heure, toi, ta stratégie, c'est plutôt d'aller chercher des joueurs régulier ou d'aller chercher l'upside? Alors, là, ce que vous voyez à l'écran et ce que moi je pense, c'est pas la même chose. Parce que moi, quand je parle de régulier, c'est-à-dire qu'il y a un cadre régulier. Et en fait, moi, le cadre régulier, j'arrive pas à l'avoir à Montgomery parce que c'est une offense qui marche très bien, avec deux running backs un peu stars. Et en fait, on ne sait pas qui va beaucoup marquer. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est de ne pas me dire que, ah bah là, je sais que je vais avoir mes 10 points de Montgomery. Alors que Achan, hormis la blessure de Tua, et en fait, quand il s'est blessé, quand Tua s'est blessé, c'est là où en fait il y a eu vraiment le trou. Mais moi, je préfère largement le rendement d'un Achan où tu vois à peu près ce qu'il va donner par match, entre, je sais pas moi, vas-y, 12 et 18 points, que Montgomery qui va t'en faire 5 ou 30. Moi, c'est ça qui me dérange dans la fantasy. Du coup, c'est pour ça que je préfère du coup l'option Achan, où le du running back est assez régulier, qui va faire entre ses 10 et ses 15 points, ou un mec qui te fait 5 ou 25. Ouais, parce que justement, non, mais parce que Etienne, c'était pas le meilleur exemple, effectivement, parce que la raison pour laquelle il a fait des mauvais matchs était prévisible, ça correspondait quand il avait le mauvais QB. Donc, si c'est prévisible, c'est sûr que tu préfères le mec à l'upside parce que tu sais quand Ouais. tu dois mettre Etienne de côté, tu sais quand tu dois le starter. J'avais un autre exemple, du coup, qui était peut-être plus intéressant, et tu me diras ce que tu en penses à chaud. Najee Harris ou DeAndre Swift. Ils ont exactement la même moyenne. Et DeAndre Swift, il a eu toute une période pendant 4-5 matchs où il a fini RB2, RB3, etc. Harris, je crois qu'il a fini une fois dans le top 10 et quasiment jamais d'autres dans le. Enfin, il est toujours entre RB20 et RB30, en gros, RB15 et RB30, disons. Donc, très régulier pour le coup. Il marque ses 10 points quasiment à chaque match. Il en marque pratiquement jamais plus de 14. Alors que Swift, il a eu des matchs à 4-5 et puis des matchs à 22. À Là, choisir on Najee arrive au point Harris, où. mais ben là, en fait, on arrive dans le truc où justement, en termes d'ADP, ben, en fait, quand tu mets la main sur, sur Swift, ben, en gros, tu l'as eu un peu gratuit, quoi. Enfin, je pensais pas Ouais, qu'il mais qu'il était très cher et tout, mais je voulais pas prendre l'ADP en compte. Je voulais vraiment avoir l'idée de. ouais, mais en fait, après, ça dépend. Si ton équipe est plutôt bien bâtie, bah moi, je préfère quand même jouer un truc assez régulier. Alors que si c'est une équipe, on va dire, où à un moment, tu te dis, bah, un peu les upsides qu'on cherche, hein, enfin, le fameux flex où tu te dis, je suis en galère, les proches me mettent Ouais. 20 points derrière, les proches, ça reste les proches, mais je préfère un Rachid Shahid que un mec qui a ramené, je sais pas moi, un Hopkins qui peut te faire 0 ou qui peut te ramener 6 points. Ça dépend si tu pars perdant ou pas. Et ça, en fait, ça joue énormément. Et si ton équipe, tu cherches quand même beaucoup d'upside, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ouais. Bah, c'est là où je voulais en venir, en fait, c'est que c'est marrant parce que statistiquement, si tu as 50-50% de chance à chaque match, admettons, euh, tu le sauras aussi bien que moi que statistiquement, si les mecs font la même moyenne à la fin et que tu les startes à chaque fois, ça change strictement rien. Dans un cas, tu auras 7 victoires, dans un autre, tu auras 7 victoires. Tu les auras pas eu de la même manière, tu n'auras pas eu le même confort en regardant le match. Il y a eu des fois où tu dis ah, trop cool, putain, je suis tellement smart, j'ai pris HN, bien sûr, 25 points. Puis la fois d'après, je dis mais qui est con, putain, pourquoi c'est. Je sais plus qui était le starter à la place de Tua. Alors qu'avec Montgomery, tu es tranquille, tous les matchs, là, ouais, cool, un touchdown. Ah merde, maintenant c'est Gibbs qui joue. Bon, ben, tant pis, 50% des carries, un touchdown, 13 points, je suis content, il m'a fait mon match. Mais Psychologiquement, c'est dur. Moi, en fait, je trouve ça tellement dur tu d'avoir en préfères fait quoi? moi, je Le, préfère me- largement le un up and mec, tu down? sais. Ouais, ouais. Non, 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 je préfère exactement le Ah, mec, tu tu sais un préfères les peu ce qu'il 13 va points de faire. Montgomery, qui marque son touchdown au premier quarter, tranquille. Ouais. En fait, ça revient en fait de Montgomery, enfin, qui prennent son TD, c'est une chose, mais en fait, de me dire que tu as Montgomery alors que tu vas avoir Gibbs Market, te dire putain, mais là j'aurais pu prendre encore un TD en plus. Et en fait, c'est typique le genre de situation que je vais éviter, tu vois, c'est typique. Hmm. Euh, Goal line, le mec qui sort, par exemple, Cook. Cook, il sort beaucoup en goal line. Moi, je l'aide j'ai peut-être dans 2-3 ligues, Cook, et je pète un câble. Je me dis, déjà qu'il galère, si en plus de ça, il fait une course de 20 yards, il s'arrête à Ouais, 19 et il n'a ouais. pas le TD, Josh Allen, il se frotte les mains, il va le faire.
Et maintenant, si c'est pas l'autre, là, Davis ou je sais pas qui vient, qui rentre, je me dis, putain, c'est quand même abusé. Et en fait, pour moi, c'est un peu la même chose. Quand tu as Montgomery, c'est faut que tu sois prêt psychologiquement. On parle pas des points. Ouais. Vraiment, visuellement, tu dis, faut que tu sois prêt à qui va faire une course de 50 yards, sortir et Gibbs marquer. Ouais, et encore, j'ai pas l'impression, parce que moi j'ai un peu des deux, et j'ai pas l'impression qu'ils font ça. J'ai l'impression qu'ils donnent le drive entier à l'un ou le Ils donnent le drive drive entier à entier. l'autre. Donc ça, Non, c'est c'est un vrai. peu moins relou, ce Ouais. contexte-là. Ils sont Mais tellement forts. ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, juste pour conclure là-dessus, le truc, c'est que statistiquement, ça change rien. Par contre, tu as parfaitement raison que quand tu as 70% de chances de gagner, par exemple, là, il vaut mieux que tu aies le mec fiable, parce que tu t'en fous de l'upside, tu t'en fous de gagner de 25 points versus 10 points. Par contre, ça te ferait chier de perdre de 5 parce que tu as eu Hachan le jour où il marque. Enfin, encore une fois, on utilise Ouais. ces exemples-là, mais le jour où il met ses 3 points et que du coup, ça te fait perdre le match. Et inversement, quand tu es, pour exactement les mêmes raisons, quand tu es underdog, il te faut de la volatilité, il te faut un mec capable d'aller chercher 30 points parce que c'est ta seule chance de gratter une victoire, quoi. Et les Et donc résultats en au playoff, sondage hein, Et les résultats au sondage, ça a donné quoi? je sais pas, tu peux le voir, France, ou pas? Alors, on a 23 votes. Ouais, Est-ce que je peux voir? Non, attends. Tac. Il y a 70,8% des gens qui ont voté Devon Achane, Ouais. 29 qui ont voté David Montgomery. Mais je pense qu'ils sont influencés par le fait qu'on avait une bonne idée de pourquoi Etienne jouait pas bien. Mais c'est difficile de trouver deux exemples parfaits pour illustrer le truc, mais moi j'ai l'impression que la plupart des gens, ils ont tendance à préférer le mec fiable. Parce que on a plus peur, ça c'est un comportement psychologique humain de base, on a plus peur, on se rappelle plus souvent de l'échec, du truc qui nous a flingué. Par exemple, du Jameis Winston qui met 10 points un jour et ça nous a coûté une victoire, que la victoire où il met 28 points et on se dit bah ouais, bah je le savais, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai starté. Tu sais, t'es plus frustré par un truc qui t'arrive que quand un choix risqué que t'as pris est validé. Là, tu te dis ouais, c'est normal, tu vois. C'est normal, je suis trop smart. Mais Il y a une grande différence de volume aussi, je trouve, en termes de nombre de joueurs. Il y a ouais. très peu de joueurs dont on connaît la stabilité. Il se trouve que Montgomery, on en avait quelques exemples l'année précédente. On sait à peu près ce qu'il sait faire. Les Lions savent exactement ce à quoi il est bon. C'est pourquoi il est bon. On savait qu'il allait avoir une quinzaine de carries chaque match et qu'il allait avoir une goal line. Montgomery, c'est vraiment la définition de la valeur sûre. Mais il n'y en a pas beaucoup, il est comme ça. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Et en fait, du coup, la question, je la trouve hyper intéressante, mais au final, on est tous un petit peu à gamble, quoi. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il y a trop peu de joueurs pour lesquels on est à peu près sûr du volume. À Monra, l'année dernière, c'est monstrueux. Cette année, plus du tout. Ça dépend également des résultats en vrai NFL et parce que les équipes, elles en ont rien à foutre de nous, en fait. Elles font ce qu'elles veulent, c'est la bague, quoi. C'est le trophée Lombardie. Zinkou, je vois que tu es là, j'en profite. Je voudrais remercier absolument tous nos auditeurs. On a eu quelques petits résultats hallucinants concernant la progression de Fantasy Ballers sur nos plateformes en termes d'écoute, en termes de visionnage. Merci énormément encore de nous faire confiance et de votre fidélité. C'est grâce à vous qu'on est motivé à vraiment continuer à le faire et à faire des nouveaux formats, à chercher des nouveaux trucs pour vous faire marrer. Comme je vous ai dit, il y a des petites surprises qui vont arriver, des trucs intéressants qu'on essaie de vous faire gagner aussi, vous les gens fidèles qui nous écoutez. Il y a les articles, il y a pas mal de gens qui travaillent aussi en coulisses, il n'y a pas que les podcasts. Donc merci vraiment de votre fidélité. Nous on est grave chaud pour continuer comme ça. Et donc du coup, comme Zinkou t'étais pas là au tout début d'émission, on l'a dit, mais on te le redit, un grand merci pour ton soutien et de ta participation sur notre Tipeee, QR code en haut à gauche. Merci encore énormément. Ça nous aide et puis ça nous motive, donne encore plus de force pour faire encore plus de choses. Donc, malgré mes conseils de merde, je te remercie quand même d'être toujours là et de nous aider. C'est le process qui compte, c'est pas d'avoir raison à chaque fois. On peut pas avoir raison à chaque fois. Sinon, il y a des fans des Dolphins dans le chat. Si quelqu'un peut m'envoyer un maillot, je lui rends après ma visite à Miami.
Le mec va à Miami. Voilà, Location, donc moi, je me la location de pète parce maillot. que je connais Arizona, Seattle, rien ne m'a surpris. Donc moi, je me la raconte. Mais par contre, monsieur dit qu'il va à Miami et personne ne lui dit qu'il se la raconte. Ouais, c'est clair. Ah, c'est un C'est truc comme de ça. fou, ça. C'est un truc de fou. Je pense que je préfère aller à Miami que d'avoir raison sur Arizona, Seattle. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas le choix, ça va être l'un et pas l'autre. Messieurs, merci beaucoup de votre présence ce soir. Je rappelle à tout le monde, hein, Fantasy Ballers F sur X, Fantasy Ballers sur toutes les autres plateformes, le Substack, fantasyballers.substack.com et puis fantasyballers.fr pour suivre tous les résultats de vos ligues et des ligues qui sont avec Fantasy Ballers. Donc, merci encore à tout le monde et je vous souhaite une agréable fin de soirée, une très bonne semaine. Jeudi soir, le Halftime Show et dimanche, le warm-up. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao, ciao. Peace. Bye.